D'accord. D'accord. On est d'accord? Ça ne fait pas d'Atomala. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur philippejandrock.org en compagnie de notre louloute nationale, internationale et bien sûr intergalactique. Oui, pardon. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 7 avril 2000, Nous sommes le 7 avril 2024. 2024. Alors aujourd'hui, on aurait pu faire une revue de presse, bien sûr, comme Bien d'habitude, entendu. comme de bien entendu, Mais mais nous allons changer les habitudes. voilà, nous allons changer les habitudes. J'en ai un peu marre de Macron et de sa clique. Ils sont tellement insupportables, ils sont tellement épouvantables et médiocres que euh, c'est, euh, ça nous tire vers le bas tout le temps. Alors on va essayer de passer à un autre registre, un registre culturel. Alors peut-être que ça ne vous intéressera pas, peut-être. Mais nous, ça nous intéresse. Je voudrais vous parler de la vie à Florence. Et Florence qui, comment qu'elle s'appelle? Quel âge elle a? Elle est belle? Hein? Elle a des gros nichons? À la quel âge? Elle a quel âge? Oh ben, elle a... Vous connaissez la blague, hein? Vous connaissez la différence entre Florence et Schiltigheim? Bah, tu pourras toujours rencontrer une fille qui s'appelle Florence, mais jamais une fille qui s'appelle Schiltigheim. Et Elle est bien Schiltigheim, bonne. c'est une petite ville dans la banlieue de Strasbourg. Non, je voulais vous parler un petit peu de Firenze, en Italia, ou Florence, qui est une des plus grandes villes d'Italie, mais pas seulement aujourd'hui, elle l'était déjà au XVIe siècle. Pourquoi? Parce que j'ai vu un film très long mais magnifique de Konchalovsky, un russe, une coproduction russe-italienne sur la vie de Michel-Ange. Alors Michel-Ange, moi j'ai grandi avec Michel-Ange, j'ai grandi avec Léonard, j'ai grandi avec Ghirlandaio et tous ces peintres de la Renaissance. Pourquoi? Bah parce que ma mère me mettait dans les mains toutes ces revues et surtout tous ces livres sur l'art. Alors à l'époque c'était des photos en noir et blanc, on n'avait pas toujours la chance de pouvoir voir les tableaux originaux et dans les bonnes couleurs, ou alors il fallait tomber sur des éditions extrêmement coûteuses. Donc on en avait quelques-unes, mais pas trop, parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais mes parents nous ont amenés en Italie très tôt et on a même escaladé le David de Michel-Ange. Mon père était horrifié. Oh, ah, c'était une époque où évidemment on pouvait faire des choses qu'on ne pourrait plus aujourd'hui. Le gardien est arrivé, il a dit laissez, c'est des enfants, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc on a escaladé et puis on est redescendu, mais c'était des souvenirs inouïs. Alors nous allons vous parler, je vais vous parler avec Louloute. C'est une surprise pour elle parce que je lui ai réservé ça, elle aime beaucoup quand je traite les sujets artistiques. Oui, tu m'as juste dit surprise. J'ai dit surprise, oui. Et moi aussi, j'ai une passion pour l'art depuis toujours. Hein. Ah oui. J'ai été peintre, j'ai étudié les vieilles techniques, j'ai lu tellement de choses pendant ouais, pendant près de 50 ans, ouais, on peut dire ça. Alors la vie à Florence autour de 1500. Vers 1550, Florence était l'une des villes les plus importantes et influentes d'Europe. Jouant un rôle central dans la Renaissance italienne, pour plusieurs raisons. Déjà, des banquiers, des papes comme les Médicis ou les Della Rovere
ont occupé la cité, se sont battus pour le pouvoir, et chacun a fait en sorte de développer l'art, d'autant plus qu'on a redécouvert des vestiges gréco-romains antiques, dont le Laocoon, qui était le prêtre de Priam, le roi de Troie, à l'époque de la guerre de Troie, et qui avait averti Priam que le cheval de bois qui avait été laissé par Agamemnon, qui était ce roi grec, qui avait embarqué avec lui le roi Ulysse de l'île d'Ithaque, ainsi que évidemment Achille. Mais Ulysse, il était réputé pour être le rusé, le fourbe. Et c'est Ulysse qui a eu l'idée du cheval de Troie. Et donc le Laocoon, qui était ce prêtre de Priam, en voyant le cheval de Troie, lui a dit « Méfiez-vous, mon roi, c'est un piège, c'est une ruse, et un serpent des mers énorme a saisi le Laocoon et l'a dévoré. » Ça en a fait dans le monde grec une sculpture extraordinaire d'un homme très musclé qui est en train de se faire... c'est comme s'il avait des liens, mais ce sont des serpents, c'est un serpent géant qui est en train de l'écarteler et puis d'étouffer ses deux enfants. Et on a retrouvé cette sculpture à Florence. En voulant construire un immeuble, ils ont dégagé cette sculpture parce qu'il a été une période chrétienne importante, ça l'était encore, où il fallait détruire tout ce qui était païen, et tout ce qui était païen, c'était l'art que nous connaissons des Grecs, des Romains, et qui ont porté, surtout les Grecs, parce que les Romains n'ont jamais su sculpter comme les Grecs. Ils n'ont jamais eu la technologie pour le faire, hein. C'est-à-dire que, à part Léonard, plus tard, pour sa statue équestre qui a été détruite à Milan, par les Français d'ailleurs, si vous voulez, les Romains étaient incapables de construire, de sculpter des statues sans laisser des liens sur les mains, sur les bras. Vous voyez, il y aura toujours un petit lien en marbre qui va relier la partie externe, le bras par exemple, ou une jambe tendue, quelle qu'elle soit, au corps. Or, les Grecs étaient capables, ils avaient cette maîtrise. Tout comme on n'a jamais compris comment les Grecs étaient parvenus à faire des plâtres où l'hygrométrie, c'est-à-dire l'eau, ou l'hydrométrie, où le plâtre est très lourd. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'eau. Or, les Grecs arrivaient à faire évaporer l'eau et à faire des plâtres très légers et très durs. Ce qui est extraordinaire. On n'a jamais réussi à comprendre. En fait, j'imagine que les statues devaient être dans une sorte de gyroscope qu'on faisait tourner pour évacuer l'eau et les faire sécher. Mais pas trop vite, évidemment, parce que sinon on risquait de casser les sculptures. Donc il doit y avoir des techniques que nous découvrirons sans doute un jour quand on nous permettra d'accéder à ces mystères des technologies du passé. Et donc ce Laocoon avait à l'époque, quand Michel-Ange était plus jeune, ça l'avait extrêmement impressionné, au point qu'il voulait être sculpteur pour retrouver cette matérialité, cette possibilité de sculpter la puissance. Parce que Michel-Ange a toujours été étonné et fasciné par le calme et l'orage, par la puissance et la tempête. C'est quelqu'un qui est un... On en parlera plus tard de Michel-Ange, parce que j'aime beaucoup le personnage en tous les cas. Alors la vie à Florence à l'époque, prospérité économique très importante. Florence était un centre économique majeur, prospère grâce au commerce, à l'industrie textile, était réputée pour le cuir, le textile également. À la banque, c'était des banquiers,
donc c'était des personnes puissantes, et des activités artistiques. Qui dit banquier, dit finance. Qui dit finance, dit développement des activités artistiques, comme l'a fait Laurent de Médicis, mais les Della Rovere, ils l'ont fait aussi. Parce qu'ils savaient très bien que pour marquer ou implémenter l'esprit des gens de l'époque, il fallait développer les arts. Parce que seuls les arts pouvaient leur permettre de s'inscrire dans le temps. Le papier, c'est très bien, mais le papier, ça se brûle. Et une sculpture en marbre, c'est plus difficile. Il faut le vouloir. Donc, le fait de retrouver, par exemple, Laocoon ou la Villa Adriana à Rome, où on a découvert dans le long bassin du centre de la villa toutes les statues qui avaient été poussées dans le bassin et conservées dans la vase depuis les Romains. Donc ça faisait 1000 ans de conservation parfaite des marbres dans la vase. Une fois lavés, ils étaient extraordinaires quand ils n'avaient pas été brisés. Donc, centre économique fabuleux, la famille des Médicis, bien connue pour cela, parce que c'était des banquiers, évidemment, des investisseurs. En plus, avec Florence, c'est le fleuve de l'Arno qui permettait de voyager de cité en cité. Le commerce était florissant. Et les Médicis, évidemment, puisqu'ils étaient très riches, eh bien, ils ont commencé à développer leur influence politique à travers les papes. Avant eux, c'était les Della Rovere, le pape Jules II, par exemple, qui était avant, a été l'ennemi des Médicis. Donc, on se jouait de la religion pour se jouer des mauvais tours entre familles puissantes et riches. Donc, c'est un centre culturel et artistique, Florence. Florence, c'est le berceau de la Renaissance italienne, centre culturel extrêmement florissant. On a appelé cette période le temps des génies, d'ailleurs, à cause de tous ces artistes qui s'y développaient. On va en parler là à l'instant. Des artistes, des écrivains, des philosophes et des savants de renom, tels que Michel-Ange, Leonardo da Vinci, Raphaël, Botticelli, Machiavel, entre autres, et Dante Alighieri, 2 à 3 siècles plus tôt. Donc Florence a toujours été un centre culturel fondamental. Et donc les artistes que j'ai nommés, à part Dante, qui était déjà décédé depuis 3 siècles, eh bien, étaient actifs dans la ville de Florence. On pouvait les croiser, on pouvait voir leurs œuvres, enfin c'était remarquable. Et ils ont contribué, avec leur talent extraordinaire, au rayonnement culturel de la ville. L'architecture et l'urbanisme étaient également confiés aux artistes. Florence était renommée pour son architecture magnifique, avec des églises et des palais et des places, parce que les places centrales des villes italiennes sont toujours fondamentales. Donc elles sont toujours faites par de grands artistes. Michel-Ange en a fait à Rome. On en a partout. Les places italiennes, c'est une œuvre architecturale majeure dans une ville. Des architectes tels que Brunelleschi, qui a fait le dôme, qui a fait la cathédrale de Florence, la principale église de Florence. Mais ensuite, on verra les contributions de Michel-Ange, surtout pour le dôme, qui à Rome, surtout de Saint-Pierre de Rome, parce que c'est Michel-Ange qui l'a fait. Donc, on laissait leur marque sur la ville. Bon, là, on parle de Florence, mais il y a aussi Rome, parce que ces artistes étaient entre les deux. On laissait leur marque sur la ville avec des réalisations architecturales parfaitement emblématiques que vous pouvez encore voir aujourd'hui. La vie sociale et politique, la vie sociale à Florence, eh bien, elle était animée avec cette scène artistique, intellectuelle qui était tellement dynamique. Cependant, la ville était également le théâtre de rivalités politiques entre les différentes factions, notamment les Médicis et les Della Rovere. Ces tensions politiques ont parfois débouché sur des conflits, des luttes de pouvoir, des empoisonnements, des assassinats, des jalousies terribles. Enfin, c'est abominable. Le conflit qu'il y a eu au cœur même de la vie de Michel-Ange entre les Médicis, auxquels il appartenait, parce qu'il avait un petit lien, il vient de la petite noblesse, il avait un petit lien avec les Médicis, donc il leur devait
il leur devait beaucoup. Et en même temps, il avait reçu la commande du tombeau de Jules II par la famille de la Rovere, et il avait déjà été payé, mais les luttes ont fait que le pape Jules II della Rovere insistait pour avoir son tombeau, qui était une œuvre à l'origine dessinée par Michel-Ange et qui devait être magistrale avec plus de 40 sculptures, taille humaine. C'était un projet complètement fou. 40 sculptures, vous n'imaginez pas le travail. Ça a débouché sur un tombeau avec 12 sculptures, en fait, dont la principale était le Moïse, le fameux Moïse de Michel-Ange, dont nous en parlerons plus tard. Alors la religion, Florence était évidemment catholique, hein, c'était un centre religieux important, avec de nombreuses églises, des monastères, des institutions religieuses, encore aujourd'hui, hein, des églises partout, des couvents, on ne peut pas vivre et penser Florence sans être catholique. C'est pour ça que je suis particulièrement bouleversé avec cette invasion de migrants d'origine musulmane, parce que je suis très inquiet. Pourquoi ? Parce que c'est pas la même culture. C'est comme si on allait conquérir l'islam et qu'on allait détruire la Mecque. C'est inconcevable. Inconcevable. Mais pourtant, nos villes, nos églises sont maltraitées. Sont pas traitées avec déférence. Comme nous, on peut traiter Sainte-Sophie à Istanbul avec énormément de déférence, d'autant plus que c'était une église chrétienne à l'origine, et que c'est aujourd'hui la mosquée bleue, qui est magnifique, splendide, extraordinaire. Donc, je suis très inquiet pour l'avenir de notre Europe, avec toute cette culture qui nous a bercés et qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, cependant, la ville était également un foyer du mouvement humaniste. Et ça, il est vrai que si on retrouve ces idées de l'humanisme chez Platon, eh bien, on va les redévelopper à cette période de la Renaissance en Italie, et surtout à Florence et à Rome, entre autres. Enfin, toutes les villes italiennes, hein, principales. Qui promeut une approche séculaire de la vie et qui met l'accent sur l'étude des arts, des sciences et des humanités. Par exemple, si on vous parle de Léonard de Vinci, la plupart du temps, vous allez retenir, oui, la Joconde, et c'est la vérité, la Joconde et la Seine à Milan. Mais Léonard, ce n'était pas qu'un peintre. D'ailleurs, la peinture l'ennuyait. C'était un inventeur génial, c'était un mécanicien. Pourquoi je dis mécanicien ? Parce qu'il fabriquait des automates. Et il a fabriqué des choses extraordinaires dont on parle peu, évidemment, mais seuls les historiens de l'art sont informés. Il avait fait un système solaire extraordinaire qui avait été remarqué par l'ambassadeur de France. Je crois qu'il avait fait cela pour Laurent. Il avait fait un lion qui faisait plus de 3 mètres de long sur 2 mètres de haut, un lion mécanique, et qui, arrivant devant le roi François Ier, ouvrait sa poitrine et jetait une gerbe de lys, qui était le symbole de la royauté française. Donc Léonard était un être, comme vous le savez, absolument extraordinaire. Hein. Vous retrouvez l'homme de Vitruve qui est ce dessin, qui a été repris par cette entreprise qui utilise de la main-d'œuvre, qui s'appelle Manpower. Vous voyez, c'est cet homme qui a les bras écartés et il a plusieurs jambes. Et en fait, c'est l'homme universel, c'est l'homme capable, universel, qui peut tout faire et toujours dans les bonnes proportions. C'est une œuvre d'architecture et de dessin extraordinaire. Pourquoi je dis architecture ? Parce que tout est calculé, tout est mesuré. Le nombre d'oreillets, toutes les dimensions de l'humain en tant que représentation divine parfaite, c'est cela. Quoique Léonard de Vinci n'était pas très religieux. Ça, je dois vous l'avouer. Si vous connaissez Léonard de Vinci, vous comprendrez très rapidement que Dieu, c'était pas sa tasse de thé.
Mais il était obligé de passer par là puisque les commandes ne venaient que des curés. Si vous voulez, les collectionneurs sont arrivés un siècle plus tard à peu près. Donc, prospérité économique, effervescence culturelle, réalisation architecturale remarquable, tension politique, la ville est au cœur de la Renaissance italienne et elle continuait à être un foyer d'innovation et de créativité et de débat intellectuel. Il ne faut pas oublier non plus la crise de Savonarole, fameuse crise mystique d'un curé qui rejetait justement toute la corruption de la religion chrétienne et qui a fait qui a semé une sorte de terreur à Florence et il a même très perturbé Botticelli au point que Botticelli ait brûlé nombre de ses tableaux, quelle misère, et on jetait les œuvres d'art dans des autodafés publics qui étaient épouvantables à Florence et ailleurs. Savonarole a été tellement violent dans ses prises de position, dans ses décisions, qu'il a fini par être emprisonné et puis brûlé pour hérésie. Par les dominicains, évidemment, puisque c'était les dominicains qui étaient l'Inquisition. À Florence, vers l'année 1500, la qualité de vie dépendait largement de la classe sociale à laquelle une personne appartenait. C'est évident, vous avez de l'argent, vous vivez bien, vous n'avez pas d'argent, vous vivez la misère comme on le voit aujourd'hui. Florence était alors l'une des villes les plus riches et les plus dynamiques d'Europe, avec une économie prospère, basée sur le commerce, la finance et l'artisanat, d'autant plus que le climat y était assez remarquable. Voici un aperçu de la qualité de vie dans la ville à cette époque. La classe supérieure. Alors les familles nobles et les riches marchands de Florence profitent d'une qualité de vie très élevée, nourriture, étoffe, plaisir, tout est bon pour eux. Ils résidaient dans de luxueuses demeures, souvent situées près du centre de la ville. Oui, parce que ceux qui étaient à l'extérieur, c'était les pauvres. Ils avaient accès à une éducation de premier plan, à l'art, à la culture. Souvenez-vous que les Médicis ont été formés par Galilée. Galilée était le maître des Médicis, ce qui a été très très embarrassant pour Laurent quand Galilée a développé son idée du système héliocentrique, c'est-à-dire que c'est le Soleil qui bouge pas et c'est toutes les planètes qui bougent autour. Et oser dire que la Terre tournait autour du Soleil alors que la Terre c'était Dieu, c'était pas imaginable. Et donc on a jugé et on a failli condamner au bûcher Galilée pour ses idées, et il a été très très peu soutenu par les Médicis. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient papes, ils étaient dans la religion très important et qu'ils avaient leurs intérêts et qu'il valait mieux valoriser leurs intérêts personnels et l'argent que de tomber dans les travers d'un illuminé, même s'il avait été leur maître. Bon, grâce au ciel, ça n'a pas... Il a fini par avouer que l'Inquisition avait raison, et ça s'est tassé. Et quand on dit que dans son jugement, il aurait répondu non, la Terre reste fixe, ce n'est pas un système héliocentrique et pourtant elle tourne, c'est pas vrai, il l'a jamais dit. Donc ça fait partie de la légende. La classe moyenne. Qui était la classe moyenne ? Les artisans, les commerçants et les professionnels de la classe moyenne bénéficiaient également d'une excellente qualité de vie à Florence. Ils pouvaient posséder leur propre boutique, ils avaient des ateliers, ils gagnaient un salaire raisonnable, on va dire, et avoir une certaine forme d'éducation parce qu'ils pouvaient la payer à leurs enfants. Et la classe moyenne contribuait également à la vie culturelle et économique de la ville. La classe ouvrière, c'était plus dur. Les travailleurs non qualifiés, les hommes à tout faire, travaillaient chez des artisans, donc ils étaient peu rémunérés. S'ils avaient déjà le gîte et le couvert, c'était exceptionnel. Elle était très très mal payée, cette classe ouvrière, comme je vous le dis, c'était exceptionnel s'ils pouvaient. C'est pour ça que
il était très facile de corrompre un ouvrier, de lui faire dire ou de lui faire avouer quelque chose qui n'était pas vrai en lui donnant quelques ducats d'or. Ducats d'or. Donc, ce qui fait que Florence était aussi une ville où la dénonciation était courante. Hein. Il y avait des boîtes aux lettres pour dénoncer. Léonard de Vinci avait été dénoncé comme homosexuel, ce qui était rigoureusement interdit, vous imaginez bien. Pourtant, ça ne les empêchait pas d'être des sodomites. Hein. Et, vous savez, l'histoire Macron-Macrel, Macron... Jean-Mimi, bref, passons. Ça existait, pardon, excusez-moi, ça existait aussi à l'époque. Hein. On disait du duc d'Urbain, par exemple, on disait du duc d'Urbain ou d'Urbino, qu'il était marié avec un de ses valets, qui le soir se déguisait en femme, et qui faisait que c'était la duchesse. Le jour, c'était le valet, la nuit, c'était la femme. Bah, un peu comme en France, quoi, hein. Bon, c'était pas le cas de François Ier, parce que François Ier, c'était ni Louis XIV, ni Louis XV. Hein. Louis XIII, oui. Oui, c'était plutôt du genre, et d'autres encore. Ça a toujours existé. Alors, travailleur non qualifié, donc j'en ai parlé, il vivait souvent dans des quartiers populaires et devait faire face à des défis très importants qui étaient la maladie, l'hygiène et la pauvreté. C'est les classes défavorisées et les plus démunis, c'était les sans-abri, qui étaient des malades, qui étaient les marginaux, qui avaient une qualité de vie extrêmement difficile. Donc c'est vrai que dans des quartiers, bon, comme aujourd'hui, hein, on appelait ça des coupe-gorge et ça l'est toujours. Il valait mieux pas circuler aujourd'hui en Italie. Aujourd'hui, je dis bien en Italie, dans certaines grandes villes, où les viols sont fréquents, où les violences sont fréquentes, et ça à cause de cette... il ne faut pas se voiler la face, il y a tellement de témoignages dessus qu'on ne peut plus le cacher à cause de cette migration, parce que c'est bien d'accueillir des gens, mais si on les accueille dans de bonnes conditions, il n'y a pas de problème. Mais si on les laisse toujours dormir dehors, ou si on les met dans des hôtels payés, et puis après on a les locaux qui eux sont dehors, c'est pas bon non plus. Donc tout cela, ça crée des décalages inimaginables et des seuils de violence qui sont faussement justifiés par un islam extrémiste absolument ridicule. Parce que si c'était vraiment des croyants, ils ne feraient pas ça, parce que chez eux, ils ne le feraient pas. Je peux vous le garantir. Alors, l'assistance, eh bien, on l'a trouvée auprès des curés. C'est les curés qui faisaient l'éducation, c'est les curés qui leur donnaient à manger. Donc, heureusement qu'il y avait ces institutions religieuses pour subvenir aux besoins des malheureux. Quand il y avait un de ces malheureux qui était plus doué qu'un autre, eh bien, on allait voir un peintre et on lui disait prenez cet enfant en apprentissage, il est extrêmement doué, et on prenait l'enfant. Et il avait le gîte et le couvert, et à l'âge adulte, lorsqu'il était reconnu pour ses compétences d'artiste, eh ben, il passait son concours à la guilde des peintres, et il pouvait devenir un grand artiste, comme Léonard, à 16 ans, est devenu quasiment d'office, sans avoir fini son apprentissage, un artiste remarquable parce qu'il avait peint un ange sur le baptême du Christ de... Ça y est, je le savais il y a 30 secondes. Ça me reviendra de son maître, un grand peintre italien, un grand peintre de Florence. Et quand on avait été de Verrocchio, c'est Verrocchio. Et donc, quand on avait été le féliciter pour le travail de cet ange, pour le baptême du Christ, où on voit un ange qui regarde le public et qui pointe du doigt le Christ, et l'ange est bouclé avec des cheveux blonds, comme Léonard d'ailleurs. Il était beau comme un ange en plus. Et il y a un paysage derrière avec ce qu'on a appelé pour la première fois une perspective atmosphérique et un sfumato.
On a appelé ça le sfumato, c'est ce côté de perfection de peindre cette atmosphère qui disparaît dans le lointain. Eh bien, cet effet atmosphérique, c'est Léonard qui l'a inventé, et c'est lui qui a fait cet ange absolument remarquable, sans demander des conseils particuliers sur la façon de faire. Parce que le peintre faisait l'essentiel, et puis les petites mains faisaient l'ange, le pied, les mains, ça dépendait des ateliers. Chez Rubens, par exemple, vous aviez des spécialisations, c'était les animaux, ça c'était Bruegel de velours, vous aviez les mains, vous aviez le nez parfois, les yeux, la bouche, vous aviez des spécialistes qui faisaient les détails. Et ça, c'était les petites mains des grands ateliers de peinture. Et donc, dans l'atelier de Verrocchio, eh bien, quand il a présenté son tableau, le baptême du Christ, qui est un tableau absolument remarquable, eh bien, on était venu le féliciter en lui disant « Maître, cet ange est absolument extraordinaire ». Et Verrocchio a eu comment dirais-je, l'honnêteté de dire immédiatement « Mais détrompez-vous, ce n'est pas moi qui ai peint cet ange, c'est mon élève. » Léonard. Et Léonard da Vinci, pourquoi? Parce qu'il venait du petit village de da Vinci, de Vinci. Voilà, ça fait partie des histoires qui ont permis à Léonard d'ailleurs de devenir ce peintre à 16 ans. Il avait la qualité de peintre, c'est-à-dire qu'on pouvait lui faire des commandes. Il a été reconnu dans toute sa splendeur. Donc globalement, Florence est une ville très riche en culture, en art, en intellect, bien sûr. On l'a vu avec Dante, avant si vous voulez, l'apothéose de Florence. Mais la qualité de vie pouvait varier considérablement selon votre condition humaine. Alors l'hygiène, évidemment, il faut en parler, parce que c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes seraient horrifiés. L'hygiène à Florence, vers 1550, c'était pas au niveau des normes modernes, loin de là. La ville était densément peuplée, les rues très étroites, sinueuses, en pierre, en briques. Elles étaient très encombrées par toutes sortes de déchets. Les eaux usées étaient jetées directement par les fenêtres. Si vous passiez au mauvais moment, vous receviez un seau de pisse ou un seau de merde. C'était l'horreur. Et évidemment, tout cela, qu'est-ce que ça provoquait? Ça provoquait, avec un assainissement insuffisant, ça provoquait des épidémies, des vraies épidémies. Les cours d'eau étaient sales. On ne pouvait pas toujours boire de l'eau propre. C'est pour ça qu'on buvait beaucoup plus de vin que d'eau. La propagation des maladies, la pollution de l'environnement, c'était une véritable catastrophe. L'accès à l'eau potable était très limité, en particulier pour les habitants des quartiers populaires. Les fontaines publiques étaient souvent souillées par des cadavres ou par des gens malades qui venaient polluer toute la fontaine, ou même en amont, où un animal mort se retrouvait à pourrir dans l'eau qui ramenait cette eau dans le système d'irrigation, et qui n'était pas terrible d'ailleurs. Donc c'était assez difficile les conditions de vie. Même si vous aviez beaucoup d'argent, c'était précaire. C'est pour ça qu'on désinfectait l'eau avec des pots en argile et une pièce d'argent toujours pour tenter de désinfecter l'eau de toutes ces bactéries, ces virus. Mais je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, votre eau du robinet est tellement dégueulasse qu'on a repéré plus de 200 bactéries et virus qu'on ne connaissait pas et qu'on est incapable de bloquer, parce que les réseaux d'eau courante, ils sont vieillissants, ils sont rouillés, et ça coûte une fortune, et personne ne veut investir. En fait, on veut investir dans les transgenres et dans tous ces trucs-là, mais changer les canalisations qui apporteraient de l'eau propre, ça, surtout, faut pas faire. Ça coûte trop cher. Bon, écoutez, c'est comme ça, mais c'est comme ça qu'une civilisation s'écroule. C'est comme ça que c'est ce qu'on a dit. On a dit que l'Empire romain
a commencé sa véritable décadence à cause justement de ces aqueducs géniaux, mais dans lesquels on avait mis des tuyaux en plomb. Et évidemment, le plomb est un polluant épouvantable. Je ne sais pas si vous le savez, mais le plomb est responsable de ce qu'on a appelé le saturnisme, la maladie des imprimeurs. C'est-à-dire que ça touche le système nerveux central et ça fait que les gens, ils tremblent de partout. Voilà, c'est une des conditions de la pollution. Et on pense que le déclin de cet empire romain est lié à Rome, en tous les cas à cela. C'est ce qu'on pense, c'est peut-être autre chose, moi je ne sais pas. Alors, maladie, épidémie, je vous en ai parlé. Les mesures de santé publique. Malgré les défis, certaines mesures de santé publique étaient mises en œuvre à Florence. Des lois réglementaient par exemple l'élimination des déchets et les conditions d'hygiène des marchés alimentaires. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, sur tous les marchés, avec tout ce qu'ils laissent dans les cartons. Alors maintenant, évidemment, c'est les personnes qui sont très pauvres qui vont regarder dans les cartons pour récupérer un fruit gâté à moitié. Au moins, ils ont l'autre moitié qui est bonne. Donc, ils font ce qu'ils peuvent, ils récupèrent tout. Cependant, ces mesures étaient souvent insuffisantes pour prévenir les maladies et les épidémies. Dans l'ensemble, l'hygiène à Florence autour de 1550 était très médiocre et la population était confrontée à de nombreux défis en matière de santé et de bien-être. Donc les conditions d'hygiène se sont significativement améliorées beaucoup plus tard, des siècles plus tard, avec l'avènement des systèmes modernes d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable. Alors on va parler de Léonard de Vinci ici. Pourquoi ? Parce que il était originaire de Toscane, comme vous le savez, mais il avait des idées sur l'hydraulique et Florence est quand même au cœur d'un fleuve qui s'appelle l'Arno, qui lui permet à la fois sa richesse, mais qui lui permet aussi de souffrir terriblement d'inondations. Et Léonard avait étudié les principes de l'écoulement de l'eau et il avait conçu plusieurs projets liés aux canaux et à la maîtrise de l'eau. Il était extrêmement en avance sur son temps parce qu'il avait tout compris, c'est un génie, je vous l'ai dit. Par exemple, il a proposé des plans pour la déviation du fleuve Arno à Florence afin de protéger la ville des inondations. Et ces idées étaient souvent en avance sur son temps et elles ont contribué à poser les bases de l'ingénierie hydraulique moderne, mais ça ne s'est pas fait de son vivant et il l'a beaucoup regretté. Ça lui aurait permis de gagner sa vie, de gagner très bien sa vie, et c'est pour ça qu'après il a dû partir à Milan. Bien que Léonard n'ait pas été directement impliqué dans la réalisation des canaux à Florence, son travail d'ingénierie et ses idées novatrices dans ce domaine ont laissé une marque durable sur l'histoire de la science et de la technologie de son temps. Et d'aujourd'hui encore, parce que c'est toujours une excellente idée ce qu'il a développé, c'est toujours remarquable. Ces carnets de croquis contiennent de nombreuses esquisses et notes sur ces projets hydrauliques que nous avons gardés et retrouvés. Et aujourd'hui, les ingénieurs hydrauliques sont en admiration devant le génie de cet homme d'il y a 500 ans. Alors, on va parler maintenant un petit peu de Michel-Ange. Michel-Ange, de son nom complet, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. C'était un artiste de la Renaissance italienne. Il a vécu principalement à la fin du XVe siècle et au début du XVIe. Il a vécu assez vieux. Plus précisément, il est né en 1475 et il est décédé en 1564. Il est presque centenaire. C'était une époque de très grands bouleversements artistiques, intellectuels et culturels en Europe, marquée par un renouveau des arts et des sciences après le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge qui n'était pas aussi sombre qu'on veut bien nous le dire. Ça, c'est une théorie qui nous est restée du XIXe siècle et c'est vraiment une grande erreur parce qu'il y avait beaucoup de libertés au Moyen-Âge qu'on a perdu avec le temps. En fait, on a perdu presque toutes nos libertés jusqu'à aujourd'hui. Michel-Ange était contemporain de nombreux autres artistes très reconnus de la Renaissance italienne, dont certains étaient son contemporain direct, donc il connaissait personnellement, et d'autres vivaient à peu près à la même époque. Voici quelques-uns des artistes les plus renommés de cette période. Alors, Leonardo da Vinci, de 1452-1519, qui lui aussi a vécu très très vieux. Il a passé les 3 dernières années de sa vie auprès de François Ier comme protecteur. Alors,
Léonard de Vinci, c'est un génie polyvalent, il est célèbre pour ses peintures. Il n'en a pas fait beaucoup, il en a fait une quinzaine, c'est tout, et autrement il les finissait pas. Ça ne l'intéressait pas. Il a fait la Joconde, que vous connaissez tous, Mona Lisa, la Seine, qui se trouve à Milan, dans le réfectoire, dans un réfectoire de... C'était pas un couvent, enfin si, c'était une église. La Sainte Seine, qui a été une erreur de sa part. Pourquoi? Eh bien parce que techniquement, comme la peinture à l'huile avait été découverte par les Vénitiens et par Jean Van Eyck, surtout par les Vénitiens, et Van Eyck, oui, c'était la période, quelques 150 ans plus tôt, la peinture à l'huile avait cette qualité extraordinaire de donner des teintes à la fois pastel, comme on l'a vu avec le Tondodoni de Michel-Ange, et comme on l'a vu, mais c'est pas à l'huile, hein, c'est les fresques qu'il a faites à la Sixtine, mais là, la peinture à l'huile n'a jamais été utilisée sur un mur, sauf par Léonard, pour la Seine. Et quand il a fini son tableau, cette fresque murale à l'huile, les premières années, ça a dû être extraordinaire, mais ça s'est dégradé très très vite parce que l'huile est absolument incompatible avec un mur, et surtout dans une région de Milan, qui est une région de marais où c'est extrêmement humide, glacial et humide, et qui a fait que cette scène, encore aujourd'hui, elle est très très difficile à restaurer à cause de la technique utilisée. Il aurait fait cela sur un panneau de bois, ça changeait tout. Mais il l'a fait sur le mur. Il a voulu tenter une œuvre extraordinaire qu'il a faite, mais qui s'est dégradée très vite. Alors, il est également connu pour ses nombreuses inventions et ses contributions à divers domaines scientifiques. Vous avez un deuxième peintre absolument remarquable, qui est Raphaël. Raphaël, autre grand peintre de la Renaissance italienne, célèbre pour ses fresques comme les écoles d'Athènes au Vatican, et pour son style gracieux, harmonieux, et la Fornarina, par exemple, ce portrait magnifique aussi d'une femme qui n'est pas celle de Léonard, hein, parce que Léonard, c'est ce sfumato qu'on retrouvera plus tard chez Corrège, mais qui était extraordinaire. Vous avez également un autre peintre absolument remarquable. Et alors pourquoi on parle de peintre remarquable? On parle surtout des styles. Et Léonard avait un style bien à lui. Il était dans une sorte de clair-obscur. Il était avec une forte lumière qui a largement influencé Caravage. Et ce qui n'est pas le cas de Raphaël, qui est plus dans la lumière, il est plus dans la couleur. D'ailleurs, c'était un des favoris du pape, de Jules II, Raphaël. Et Michel-Ange reprochait toujours à Raphaël de le copier. Et il le disait, il lui jetait des cailloux, il l'insultait en lui disant tu es un salaud, tu me voles tout mon art. Et Raphaël, il en riait, parce que c'était un surdoué. Et Michel-Ange savait que c'était un génie, il l'a reconnu quand Raphaël était en fin de vie, parce qu'il est mort très jeune, hein, Raphaël. Et donc c'était des rivalités constantes qu'il y avait entre tous. Sandro Botticelli, c'est un élève de Ghirlandaio, et c'est un autre registre. Il est plutôt proche du religieux et du curé que du peintre fantasque. Et il était connu pour des œuvres emblématiques telles que La naissance de Vénus, Le printemps. Il était l'un des artistes majeurs de la Renaissance florentine, et on le verra après. Et il a peint une partie de la chapelle Sixtine. Il n'a pas peint le plafond, mais il a peint les côtés. Et il a peint la vie de Moïse. C'est magnifique le travail qu'il a fait. Malheureusement, on n'en parle pas, parce que, évidemment, Michel-Ange efface tous les autres artistes qui ont participé, qui ont contribué à la richesse de cette simple chapelle, avec ce plafond
et ce mur qui est le purgatoire, qui représente le purgatoire. Et ce Jésus magnifique, ce modèle grec qui trône là pour racheter éventuellement les âmes. Vous aviez également Donatello, de merveilleux peintre et sculpteur florentin, Donatello qui a joué, parce qu'ils savaient tout faire. Il ne faut pas croire, vous aviez les sculpteurs, les peintres, mais ils savaient tout faire. Donc, sculpteur florentin qui a joué un rôle crucial dans l'évolution de la sculpture de la Renaissance avec des œuvres remarquables comme son David, le David de Donatello, ou alors avec Méduse. Ça y est, j'ai oublié son nom. Alors le David en bronze, c'est un bronze pas très grand, magnifique, de Donatello. J'ai eu la chance de voir une copie, mais vraiment une très très belle copie de ce David de Donatello chez un ami, qui est décédé depuis, c'était il y a 30 ans. C'était très beau. Vous avez également Persée et Méduse, c'est ça, c'est Persée et Méduse, où vous avez Persée qui tient la tête de Méduse comme ça. Vous avez une quantité d'œuvres de Donatello qui sont remarquables parce que, vous savez, pour être sculpteur, il faut regarder les dessins. Il faut regarder les dessins du sculpteur. C'est là que vous sentez toute la puissance du sculpteur. Vous aviez Titien. Titien, oui, on le caresse parfois, le Titien. Il est gentil, quand il baffe pas. Non, Titien, c'est le roi des peintres, comme disait Charles Quint. C'est peintre vénitien, merveilleux. Un des peintres vénitiens les plus importants de la Renaissance tardive. Il était renommé pour ses portraits, ses scènes mythologiques et religieuses, ainsi que pour sa maîtrise de la couleur et de la lumière. Oui, c'est magnifique, Titien. Vous aviez Giorgione. Alors Giorgione aussi, c'est... Dernière fois que j'ai vu un Giorgione, c'était au Louvre et j'en ai pleuré tellement c'était beau. C'est magnifique. Giorgione, c'est extraordinaire. Surtout La Tempête. Un autre peintre vénitien de la Renaissance, souvent associé au développement du style pictural vénitien, notamment pour son utilisation expressive de la couleur et de la lumière. Donc il faut voir ce tableau qui s'appelle La Tempête de Giorgione. Tous ces artistes et tous ces contemporains de Michel-Ange ont contribué à façonner la période de la Renaissance italienne avec leur travail innovant, influent, et c'est pour ça qu'on a parlé de cette période en disant le temps des génies. Parce que dans chaque ville, vous aviez un génie qui était extraordinaire. Alors, Michel-Ange était un homme solitaire. Il n'aimait pas la fréquentation des autres, parce qu'il était... C'était un homme brusque, brutal, pas forcément violent, mais brutal. Frustre, très frustre, comme la pierre. Et il avait peu d'amis, il se confiait peu, il connaissait par cœur la Divine Comédie de Dante. Dante était son obsession. Si vous connaissez la Divine Comédie, c'est absolument remarquable. C'est un roman de Dante qui raconte son amour pour Béatrice, qui est morte, et qu'il va chercher aux enfers avec le poète Virgile, qui est son inspirateur principal. Et c'est humaniste, c'est philosophique, c'est grandiose, c'est poétique, c'est une œuvre exceptionnelle. La Divine Comédie, je l'avais lue, j'avais 14 ans, je crois, et mon père l'avait lu aussi à 14 ans. Il était très, très heureux que je m'y intéresse. Mon frère, lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Donc, Michel-Ange avait des relations avec plusieurs artistes, des intellectuels et des personnalités de son époque, mais pas des relations intimes. Il ne s'intéressait pas à cela. La seule chose qui l'intéressait, c'était la perfection artistique. Alors, parmi ses contemporains, plus qu'amis, on va citer Léonard de Vinci. Ils étaient des concurrents, donc c'est difficile d'être un concurrent et un ami.
Bien que leur relation ait pu être complexe en raison de leur rivalité artistique, Michel-Ange et Léonard de Vinci se connaissaient certainement, donc on le pense, et ils avaient un respect mutuel en tant qu'artistes majeurs de la Renaissance italienne. On n'a jamais lu quoi que ce soit de critique de la part de Léonard sur Michel-Ange et inversement. Ils ont, à mon avis, ils se sont reconnus en tant que génie mutuel et s'apportaient le plus grand respect l'un à l'autre. Raphaël, pardon? Je dis, c'est super. Oui, c'est super, mais ça montre que Léonard était un homme exceptionnel en tout, et que Michel-Ange, qui était si parfait dans sa manière d'envisager les projets, respectait et avait vu le talent extraordinaire de ce jeune Léonard. Mais ils ne se sont pas croisés, leurs chemins se sont séparés. Si vous voulez, Michel-Ange, il a alterné entre Rome et Florence, et il a toujours eu du travail. Léonard, c'était plus dur, parce que c'est un électron libre, Léonard. Et Léonard, bon, il fait un tableau quand on le lui commande, et encore, la Joconde, il ne l'a jamais donné, donc il les garde. Il garde des œuvres pour lui qui sont majeures. Et quand on lui fait une commande, par exemple comme le Saint-Jérôme, eh ben, il ne la termine pas. Il la laisse inachevée. Vous verrez cela à Florence dans les offices. Grand panneau de bois magnifique où le fond est fait et Saint-Jérôme qui met sa main dans l'eau pour récupérer de l'eau, ben c'est dessiné, quoi, c'est pas fini. Donc on peut dire que Léonard n'a fini que quinzaine de tableaux grand maximum, mais que son intérêt était beaucoup plus pour la recherche anatomique, pour la recherche mécanique, pour la construction de rouages, parce que franchement, je dois vous avouer que c'était comme un facteur horloger. Quand vous démontez une Patek, une Rolex ou une Grand Seiko, ce sont des œuvres d'art avec des rouages, avec tout travaille ensemble. Ben, Léonard, c'était ça. Michel-Ange, c'était pas ça du tout. Michel-Ange, il était beaucoup plus frustre, beaucoup plus brutal. Il lui fallait la matière, il fallait rentrer dans la pierre, il fallait exercer sa puissance physique. C'est pas du tout le même homme. D'ailleurs, Michel-Ange n'a jamais fondé une famille, et Léonard non plus. C'est pour ça qu'on suppose que l'un et l'autre pouvaient être plutôt attirés par la jante masculine. Ah oui. Oui, absolument. Alors que vous avez des dynasties de peintres, de père en fils, ou en fille, comme Artemisia Gentileschi, qui était la fille de Gentileschi, également un des grands artistes italiens. Alors, pardon? Je dis quel gâchis. Bah, ils n'ont pas véritablement eu... Léonard a eu quelques élèves qui se sont distingués par la suite, mais personne n'aurait pu continuer l'œuvre de Léonard. En revanche, la sculpture, on n'a pas nécessairement besoin du maître pour en faire, puisqu'on a son œuvre. Et on verra plus tard avec le Bernin qui se rapproche énormément de Michel-Ange, mais lui, il est beaucoup plus fin, si vous voulez. Michel-Ange, il fait des hommes puissants, comme lui. Il fait des hommes forts, musclés, durs, hein, comme l'était son époque, alors que le Bernin, comme on le verra plus tard, il est dans une élégance, il est dans un style aérien en sculpture qui est exceptionnel. On pourra en parler. Alors, Raphaël, évidemment, l'extraordinaire peintre qu'était Raphaël, bien que la relation entre Michel-Ange et Raphaël ait également été marquée par une certaine rivalité artistique, parce qu'ils ont peint dans les mêmes endroits, ils étaient contemporains et se connaissaient probablement. Et ils se détestaient. C'est-à-dire que Raphaël avait tendance à se moquer, mais devant lui, c'était parce que c'était une période où on se disait les choses, si vous voulez.
on n'hésitait pas, hein, on pouvait se cracher à la gueule. C'est pas des nains de jardin qui allaient chercher un avocat pour porter plainte. Lui, il m'a craché dans la gueule. Non, non, ça pouvait se faire. Raphaël admirait, mais vraiment admirait Michel-Ange, au point de le copier. Mais attention, hein, Raphaël avait son style. Hein. Et Michel-Ange, qui était très, très renfermé, était un être très intérieur, il ne supportait pas cette idée-là, d'aller copier, puisque lui, il était tout le temps dans sa tête. Hein. Michel-Ange, il parlait tout seul. Hein. On pouvait le croiser dans la rue, et avec sa barbe noire, comme ça, ses cheveux noirs. Il était sombre, il pouvait bousculer tout le monde sans s'en rendre compte. Et il parlait, il se racontait des histoires. Et puis il gueulait. Michel-Ange, c'est un personnage incroyable. Quand il a peint la Sixtine, il insultait même le pape. Hein. En disant pourquoi j'ai accepté un tel travail, peindre la Sixtine comme ça, coucher, comment est-ce que je peux me rendre compte? Enfin, il gueulait tout le temps. c'est un colérique, Michel-Ange. Et en même temps, il est extrêmement généreux, il donne pratiquement toute sa fortune à sa famille, qui dilapide tout. Et pour vous dire, Michel-Ange, c'est un homme qui mangeait très peu et qui se contentait de vivre un peu comme un clochard. Hein. Il était sale, il était mal habillé, il se contentait d'un morceau de pain, d'un poisson qui avait été salé avant et qu'on avait refait gonfler avec de l'eau après avoir été séché, et puis il mangeait ça. Et un de ses élèves s'en plaignait. Il disait, mais on mange que du sel, on mange pas de viande, là. Et il se rendait pas compte, Michel-Ange. Puis après, quand ça gueulait un peu dans l'atelier, il chassait ceux qui gueulaient, puis après il allait les chercher en disant, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Tu veux manger un bout de viande? Viens, on va acheter un bout de viande. Alors que sa famille, elle mangeait très très bien avec son argent. Ça c'est les travers. Parce que Michel-Ange, il était un peu avare et extrêmement généreux. Vous aviez l'Arétin, qu'on a appelé l'Arétin, Pietro Aretino, qui était un écrivain, poète et critique d'art italien, qui entretenait une relation amicale avec Michel-Ange, oui, parce qu'il participait à son histoire et il racontait. L'Arétin était connu pour son influence dans les cercles artistiques de l'époque et pour ses écrits sur l'art et la littérature. Donc c'était des références. Vous aviez également Tommaso de Cavalieri, qui était un noble romain, qui était un ami proche de Michel-Ange. Leur relation est bien documentée par une correspondance qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Michel-Ange était beaucoup plus dans l'écrit que dans la parole. Vittoria Colonna, poétesse et amie de Michel-Ange. Michel-Ange était un poète. Moi, j'ai un recueil des poésies de Michel-Ange. Vittoria Colonna était une figure intellectuelle importante de la Renaissance italienne. Leur amitié était basée sur leur intérêt commun pour la spiritualité et la poésie. Donc, Michel-Ange était bien plus un être spirituel, ce qui est étrange, parce que on voit cet homme bourru, violent, dur, brutal, et qui en fait est un véritable poète qui est passionné par Dante, qui est passionné par la poésie, qui est passionné par la religion également, par la Bible. C'est quelque chose qui l'émeut, qui le bouleverse. Alors vous avez l'architecte italien Bramante, Donato Bramante, qui était également un contemporain de Michel-Ange et avec qui il a collaboré sur plusieurs projets architecturaux à Rome, mais ça c'est à la fin de sa vie. Ces personnalités représentaient un éventail varié de cette élite intellectuelle et artistique de la Renaissance italienne, et Michel-Ange avait des relations avec certains d'entre eux. Alors, comme je vous l'ai dit, Michel-Ange c'est un artiste solitaire. Il est vrai qu'il est souvent décrit comme ça. Sa personnalité, il est introverti, il se dévoue d'une manière particulièrement intense à sa création. Par exemple, dès qu'il se lance dans un projet artistique, il n'y a plus rien qui existe. Hein. On peut lui parler, il n'entend pas. Hein. On peut le pousser, il ne réagit pas, il se tourne, il continue. C'est quelqu'un qui a presque un comportement autiste, tellement il est enfermé dans son œuvre. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Travailleur acharné, il a tout le temps travaillé, il s'est jamais arrêté de travailler. Il travaillait seul. Pourquoi? Parce que, comme toutes les personnes extrêmement exigeantes, et le Lout le sait,
c'est très difficile de déléguer. C'est très difficile de demander à quelqu'un de travailler avec lui parce que pour lui, il y a une méthode de travail qui correspond à sa corpulence, à sa façon de tenir le ciseau, à sa façon de cogner, à sa façon de poncer. Eh bien, c'est très difficile pour lui de faire confiance. Parce que il veut obtenir quelque chose qu'il sait obtenir avec son travail. Et il n'y a pas de Michel-Ange, il n'y en a qu'un. Donc c'est très difficile pour lui, c'est pour ça qu'il travaille seul. Le plafond de la Sixtine, il a pratiquement tout fait tout seul. C'est ça aussi qui est absolument extraordinaire. Cet homme-là, c'est un génie absolu également. Alors, il a reçu évidemment des commandes prestigieuses tout au long de sa carrière, ce qui l'a obligé à interagir avec les clients, avec les mécènes, avec le pape, avec la religion. Et c'était toujours très difficile parce que parfois on pouvait lui refuser une œuvre parce qu'on la jugeait vulgaire ou sortant des cadres des textes religieux. C'est pour ça que le pape, il avait un bureau d'études des mœurs, qui était l'Inquisition, avec les dominicains, et qui, eux, décidaient si oui ou non une œuvre était valable ou pas. Par exemple, sur le jugement dernier, qui se trouve à la Sixtine, eh bien, Adam, c'était pas le Christ, je me suis trompé, c'était Adam. Adam était nu à l'origine, et on voyait son sexe et ses parties génitales. Eh bien non, ça n'a pas plu. Et la censure a ordonné à Michel-Ange de lui mettre un drap pour cacher ses organes. Ça se faisait pas. Donc, pour lui, c'était naturel. Il voyait pas ce qu'il y avait de mal. Les Grecs, ils n'avaient pas peur de se montrer nus. Donc, c'était pas un problème. Mais la religion chrétienne considérait qu'il y avait une morale à respecter et ça a frustré nombre d'artistes qui n'ont pas pu s'exprimer normalement. Alors, non, on ne va pas parler de l'homosexualité de Michel-Ange, c'est pas intéressant, c'est sans doute un fait. Alors, il est né dans une famille de la petite noblesse à Caprese, en Italie. Cependant, il était principalement soutenu financièrement par son père, qui était Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni, qui était podestate, c'est-à-dire qui était gouverneur local. Donc c'est la petite noblesse. Gouverneur local de Caprese à l'époque de la naissance de Michel-Ange. La famille de Michel-Ange n'était pas particulièrement riche, mais ils avaient suffisamment de moyens pour lui permettre de recevoir une éducation de base et de développer ses talents artistiques. C'est pourquoi Michel-Ange, quand il a commencé à très bien gagner sa vie, il donnait son argent à son père, il achetait des maisons, des fermes, mais qui mettaient au nom de son père. C'était pour lui un devoir. Une fois qu'il a montré un intérêt et un talent pour l'art, Michel-Ange a été envoyé à Florence, où il a été placé sous la tutelle de Domenico Ghirlandaio, qui a également formé, me semble-t-il, Botticelli. Un peintre renommé de l'époque. Évidemment, ça a marqué les débuts de sa carrière artistique et son développement en tant qu'artiste. C'est pour ça qu'il peignait si bien, parce qu'il a été formé par Ghirlandaio, qui était l'un des plus grands peintres de la Renaissance avant lui. Bien que sa famille ait initialement espéré qu'il suive une carrière plus traditionnelle dans les affaires ou la politique, ils ont finalement soutenu son choix de devenir artiste, et oui, évidemment, parce qu'il n'avait pas le choix. Pourquoi ? Parce que Michel-Ange ne pouvait pas s'entendre avec les autres, il se fâchait, évidemment, pouvait pas faire de politique, parce que pour être un politicien, il faut véritablement être un Vénitien ou un Florentin, c'est-à-dire savoir prêcher le vrai pour savoir le faux, être un adepte de Machiavel, et c'est pas du tout le caractère de Michel-Ange. Alors lui, c'est pas du tout ça. Lui, il vous rentre dans l'art. C'était un être qui était très franc. Il disait les choses, il n'avait pas peur. Et puis même, il s'en foutait de la réponse. Ça peut pas être un politique, ça. C'est le genre de type qui va dire comme Poutine, moi je suis pas marié avec un travesti, fous-moi la paix, casse-toi. Ça, c'est Michel-Ange. Et il se fout des conséquences. Hein. Il mesure pas. Il se rend pas compte.
Après, il s'excuse, il dit qu'il était donc il n'aurait jamais pu faire de politique. On n'avait pas le choix, il devait devenir artiste. C'était pas possible autrement. Donc au fil du temps, Michel-Ange réussit à établir sa réputation, évidemment, et surtout en sculpture, et à obtenir des commandes prestigieuses qui lui ont apporté un revenu considérable. Cependant, et ça, il faut le dire, une sculpture, ça se fait pas tout seul. J'y viens. En fait, il faut déjà choisir le support. Le support, c'est un bloc. C'est un bloc de pierre. Choisir le support, transporter le support, payer le support, c'est déjà une grande partie de l'argent qu'on reçoit pour faire un projet. Et vous avez intérêt à ce que votre bloc de marbre, quand vous êtes sculpteur, ne pète pas en route, c'est-à-dire quand vous commencez à le sculpter. Et donc, il faut savoir choisir son marbre avec une précision d'orfèvre. Alors, on parlera après du marbre. Alors, Michel-Ange, évidemment, a travaillé pour les familles les plus prestigieuses de Florence et de Rome. Entre autres, la famille Médicis. Alors, la famille Médicis considérait Michel-Ange comme faisant partie de leur famille. C'est-à-dire que c'est un cousin éloigné, très éloigné. Et donc, ils considéraient que Michel-Ange devait être à leur service. Alors, il a été patronné par les Médicis, cette famille puissante, dont Laurent le Magnifique était celui dont on se souvient le plus, évidemment. Il a travaillé pour Laurent, il est également connu sous le nom de Laurent le Magnifique, je viens de vous le dire, ainsi que pour d'autres membres de la famille. Les Médicis ont commandé plusieurs œuvres à Michel-Ange, et notamment sa sculpture du David, qui est toujours, c'est une copie aujourd'hui, sur la Piazza della Signoria, qui se trouve à Florence actuellement, et qui est une sculpture extrêmement imposante, parce qu'il fait plusieurs mètres, 2 à 3 mètres de haut, très puissant évidemment ce David, alors qu'en fait c'était un petit berger qui a vaincu le Philistin Goliath, qui lui était un géant, un véritable géant. Et si vous regardez par exemple la place della Signoria, et vous constatez le David qui est placé devant, il n'a jamais été prévu pour être là. Déjà, c'est cette grande tache blanche au milieu de cette place. Et en même temps, c'est le témoignage de la fortune et de l'art florentin. D'ailleurs, vous verrez de l'autre côté, si vous êtes face au David, sur votre droite, vous avez un espace où il y a les plus belles sculptures de Donatello également, qui est couvert. Donc c'est un petit peu un fourre-trou, mais c'est un exemple des peintures, et sans doute qu'à l'époque, c'était tout autour de la place, et que les gens les admiraient plutôt que de vouloir les briser. À Rome, le pape Jules II, qui lui appartient à une autre famille, il n'appartient pas à la famille des Médicis, mais des Della Rovere, qui est la famille rivale. Michel-Ange, on lui a fait la commande du tombeau de Jules II pour la fin de Jules II, qui allait se réaliser, mais le problème c'était que le projet contenait, je vous l'avais dit, 40 sculptures, et ça a fini par 12 sculptures, mais pas des moindres, et sans doute les plus extraordinaires qui aient jamais été faites, donc dont évidemment le Moïse, dont on parlera également. Alors la famille Della Rovere, en plus de travailler pour le pape Jules II, Michel-Ange a également travaillé pour les Médicis, et c'était compliqué de pouvoir jongler avec les deux, parce que les uns et les autres étaient toujours pressés d'avoir leurs œuvres. Le problème, c'est que le pape Jules II avait demandé à Michel-Ange de faire la Sixtine, et le travail de la Sixtine lui a pris 4 ans. Et 4 ans qui ont été pris sur le projet du tombeau. Donc tout ça, ça retardait. Et puis les Médicis derrière. Et puis la bagarre entre les deux. Enfin, tout ça est très compliqué, puisqu'après, quand le pape Jules II est décédé, c'est un Médicis qui est devenu pape. Donc vous comprenez que après, les Médicis devenant pape, demandaient à Michel-Ange de laisser tomber justement le projet du tombeau de Jules II.
Et il faut se mettre à sa place. C'est extrêmement compliqué. Parce que lui, à chaque fois, il risquait sa vie. D'un côté, les Della Rovere lui avaient donné de l'argent, et il devait finir. De l'autre côté, les Médicis lui donnaient de l'argent pour qu'il commence autre chose. C'était très compliqué pour Michel-Ange. Il n'avait pas la tête à ça, c'était pas du tout dans son esprit. Et ça le rendait fou. Parce que la seule chose qu'il voulait, lui, c'était travailler. C'était pas de décider qu'il allait faire les choses pour l'un et pas pour l'autre, et pour l'autre et pas pour l'un, parce qu'il était menacé de mort. C'était très compliqué de se trouver dans sa peau à cette époque-là. Alors, la famille de Médicis, après avoir quitté Rome à la suite de la mort du pape Jules II, Michel-Ange a passé du temps à Florence, évidemment, où il a travaillé sur plusieurs projets pour la famille Médicis et une branche de cette famille qui est Popoleschi. Alors, les clients illustres de la renommée et de l'influence de Michel-Ange à son époque, ainsi que sa capacité à obtenir des commissions importantes et prestigieuses tout au long de sa carrière, sont les noms que je vous ai donnés. Alors, je vais passer sur ce passage et on va aller directement dans la matière, c'est beaucoup plus important. Parce que là, vous avez compris que Michel-Ange était partagé entre les deux plus grandes familles et plus influentes familles de l'époque, qui étaient complexes. Donc, je laisse tomber toute cette partie des Médicis. Je ferai peut-être un petit fascicule un jour, je sais pas. Les conflits d'alliance, tatata. Alors, comme je vous l'ai dit, Michel-Ange, c'était un être spirituel porté sur les écrits saints, mais également sur l'art de la poésie, l'art de l'écriture et de la littérature. Il avait tout lu, Michel-Ange. Il connaissait tous les grands artistes de son époque et les latins et grecs également. En revanche, Léonard, lui, ça l'intéressait absolument pas. Parce que Léonard était un être aérien, était également très spirituel, mais autant Michel-Ange était inclus dans la spiritualité chrétienne, autant Léonard était dans une spiritualité universelle, j'allais dire atmosphérique, cosmique. Léonard voyait le grand tableau, Michel-Ange, lui, il était soumis à Dieu et à son autorité, tout en étant son bras pour montrer, par exemple, Moïse. Alors, il a créé les œuvres religieuses les plus emblématiques de l'histoire occidentale, notamment la fresque du plafond de la chapelle Sixtine au Vatican, ça, on en a parlé, qui dépeint les scènes bibliques de la Genèse et d'autres histoires de l'Ancien Testament. Son travail sur des sculptures religieuses telles que le David et la Pietà, qui reflètent également son engagement envers les thèmes religieux. Or, comme je vous l'ai dit, Michel-Ange, c'est quelqu'un qui vivait d'une façon très pauvre, même misérable. Il fréquentait les pauvres. Il mangeait ce que mangeaient les pauvres, très peu, mal. Il observait énormément. C'était un homme qui passait son temps avec sa petite sacoche en cuir, son baisanville, comme on dirait aujourd'hui, et qui, quand il voyait une jeune femme qui dormait et qui trouvait que son visage avait une perfection, il la dessinait rapidement et il en faisait son modèle. Les mœurs étaient très libres, En ces temps-là, les prostituées n'avaient pas de chambre nécessairement pour accueillir leurs clients, donc ça baisait dans la rue. C'était fréquent. Les prostituées se faisaient prendre dans la rue, tout le monde s'en foutait, on passait à côté en discutant de politique, de commerce, de je ne sais quoi. Puis après, quand elle avait fini, elle sortait ses seins et elle se proposait à quelqu'un d'autre. C'était ça. La vie à l'époque. Et Michel-Ange, c'était un observateur, je dirais pas un voyeur, mais un observateur. Et il observait les gens baiser. Et il voyait les mains crispées. Et il voyait les expressions du corps. Quelle meilleure façon d'observer l'humain et d'observer le modèle humain. Et si vous regardez la Pietà de Michel-Ange, regardez-la après cette vidéo. Tapez Pietà de Michel-Ange, regardez les mains, le travail sur les mains.
extraordinaires, les mains de la Vierge désespérées, complètement désespérées, les doigts qui avaient des formes particulières, le malheur, les mains du malheur, les mains du mort, les mains de Jésus aussi. Il faut regarder, et les expressions. Et ça, s'il y a un artiste qui a représenté, qui a été au-delà du travail de Michel-Ange, c'est le Bernin. Parce que quand vous regardez la Vierge, la Pietà du Bernin, en hommage bien sûr à celle de Michel-Ange, eh bien, elle est en extase. Elle a le visage d'une femme en extase. Alors, ça peut très bien être une extase sexuelle, mais dans le cas présent, c'est pas ça. C'est l'extase de l'horreur, c'est l'extase de la mort, c'est le désespoir total, c'est tout s'abandonne. Et on dit aussi que certaines maladies sexuelles, c'est la petite mort. Parce qu'on a un moment particulier où le visage, l'expression est particulière. Eh bien, le Bernin a parfaitement représenté cela. Il a été plus loin que Michel-Ange dans la sculpture. Mais le Bernin, c'est plus tard. Alors, Léonard de Vinci, lui, il n'a pas du tout été influencé par les idées religieuses de son époque, mais il a créé des œuvres religieuses parce que c'était des œuvres de commande. Lui, il a toujours apporté autre chose. Dans le baptême du Christ de Verrocchio, il met un ange. C'est autre chose. C'est une autre spiritualité. Alors que le principal sujet, c'est le Christ baptisé par Saint Jean-Baptiste, qui va faire qu'une fois baptisé, il va lui-même porter la parole, sa parole, qui va devenir le christianisme. C'est ça le plus important. Ben non. Dans le tableau de Verrocchio, c'est l'ange. C'est les deux. C'est les deux. On y trouve à boire et à manger, mais surtout on y trouve un émerveillement. Donc Léonard, c'est autre chose. Quoique, dans une œuvre exceptionnelle et unique, qui est celle de Michel-Ange et qui est le Tondo Doni, pourquoi est-ce qu'elle est exceptionnelle et unique? Parce que c'est par le choix des couleurs. Il y a quelques années, il y avait un grand historien de l'art qui avait fait sa thèse sur les tons foncés de la chapelle Sixtine, le clair-obscur de Michel-Ange. Et puis les Japonais ont contacté le Vatican et ils ont dit, écoutez, on vous nettoie la fresque, on a développé une mousse spéciale qui retire la saleté sans retirer la peinture. On vous nettoie la fresque, mais vous nous donnez tous les droits après sur les photos, les films et tout ça. Alors le Vatican, il s'est dit, bah oui, c'est une économie fabuleuse, ça a coûté des millions. Et quand on a découvert le plafond de la Sixtine et le jugement dernier de Michel-Ange nettoyé, on s'est rendu compte que les couleurs qui étaient utilisées étaient des couleurs pastels, extrêmement lumineuses, des pastels bonbons presque, comme dans le pop art américain dans les années 60, 70. Donc tous les théoriciens, entre guillemets, du complot artistique, ils sont tombés de leur chaise et ils ont dit non, c'est pas vrai, vous avez effacé les vernis qu'il y avait sur la fresque, il n'y a pas de vernis sur la fresque de toute façon. Donc c'est faux, vous avez tout truqué. Ah, évidemment, quand vous êtes un historien de l'art qui a bâti sa carrière sur une idiotie, il aurait dû s'en douter quand il a vu justement ce tableau extraordinaire qu'on appelle le Tondo Doni, qui se trouve au musée des Offices à Florence. Et vous constaterez que c'est la Sainte Famille, donc vous avez la Vierge, Jésus dans ses bras, derrière Joseph, et un petit muret avec des hommes nus. Donc c'est quand même assez révélateur, mais ça c'était pour montrer évidemment les courants philosophiques de l'époque. La couleur qui est employée dans ce tableau, elle parle d'elle-même. Des bleus pastels, des roses pastels, enfin c'est extraordinaire, on se dit c'est pas possible, c'est pas Michel-Ange qui a fait ça, mais si, c'est Michel-Ange qui a fait ça. Et en plus le cadre, il est d'une importance fondamentale, hein. C'est pour ça que je trouve parfaitement idiot de la part de certains éditeurs de retirer le cadre.
Parce que le cadre a été fait par son frère, par un de ses frères, un sculpteur, et le cadre a coûté aussi cher que la peinture, parce que il y a des têtes sculptées en bois qui sortent du tableau, mais sur tout le rond, sur tout le cercle du cadre. Un cadre épais comme ça, c'est magnifique, c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Le cadre et le tableau sont tous les deux des œuvres exceptionnelles. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque, l'originalité au niveau de la peinture, Léonard, il n'a pas apporté de l'originalité au niveau de la couleur. Il a apporté de l'originalité au niveau du sujet, du traitement du sujet et de la perspective atmosphérique qu'on va retrouver après dans toute la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Il va vraiment initier quelque chose. Mais Michel-Ange, lui, il a été dans l'éclatement des couleurs. Et on se dit, mais c'est quand même incroyable que cet homme nous mette des couleurs comme ça alors qu'il sculpte le blanc. C'est pas possible qu'il ait cette sensibilité-là. Eh bien oui, il l'avait. Alors, quelle heure il est? Oh, 1h15, faut qu'on arrête là. Faut qu'on arrête là. Ben écoutez, on terminera peut-être cet épisode culturel et artistique. Passionnant. Merci. Merci. Sincèrement. C'est vraiment, oui. C'était une bonne surprise. Ah oui. Oui, alors. Alors, on verra vos commentaires. Merci beaucoup. On verra s'il y a une suite à ça, sur Michel-Ange, et sur son époque. Parce que vous ne pouvez pas parler de peinture ou d'un peintre si vous ne vous remettez pas dans le contexte. Si aujourd'hui je parle de Michel-Ange avec ma perception d'homme moderne de 2024, eh bien je ne comprends pas Michel-Ange. Je dois me replonger dans l'époque, savoir dans quoi il vivait, comment il vivait, dans quelles conditions d'hygiène. Vous savez, c'est très important de se dire, ce type, il allait pisser par la fenêtre le soir parce qu'il ne voulait pas pisser dans un pot, ou que le pot était cassé, ou qu'il ne voulait pas pisser par terre. Donc, ou alors il s'oubliait. Donc c'est pas du tout pareil qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez avoir un peintre célèbre en France qui était Garouste. Vous allez dire, ouais, Garouste, il pisse sur son lit, tout ça. On va dire, c'est pas possible. Écoutez, ça se fait pas. C'est un grand peintre. Et c'est un grand peintre. Hein. Gérard Garouste, c'est un grand peintre. C'est un des grands peintres français du XXe siècle, hein, de la fin du XXe siècle. Donc ça, faut le reconnaître. Hein, faut le saluer pour ça. Bref, passons. On doit apprendre à connaître les artistes, mais leur époque. Et si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez jamais comprendre. Et puis, ça vous permet de rentrer dans le personnage et en même temps de rentrer dans la peinture. Il faut connaître aussi un petit peu la religion et les histoires de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de la Genèse, Moïse, tout cela. On parlera de Moïse après, c'est magnifique. L'œuvre qu'il a faite pour le tombeau de Jules II avec Moïse, c'est personne n'a jamais égalé la puissance de cette sculpture. Personne. Mais on en parlera après parce que avant qu'on arrive à la sculpture, j'aimerais moi vous expliquer tout le travail qui est fait dans les carrières de marbre pour choisir la lame et l'âme du marbre avant de la sculpter et de la transporter. Enfin, de la transporter puis de la sculpter. Donc tout ça, c'est encore une autre histoire. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis, si vous nous avez suivis jusqu'au bout. Et puis sinon, au revoir. Hein. Oui, bien sûr. Donc, Louloute et moi, on vous salue. Merci beaucoup. Merci. Et on vous dit à très bientôt. Salut. À très vite. Au revoir. Au revoir.